Retrouve-moi dorénavant sur LFM 104.2 pour mon émission Entretien d'embauche où on parle de marketing et de la com ainsi que de ses principaux acteurs. C'est chaque samedi de 13h30 à 14h30, alors ne manque pas. Bonjour très chers amis auditeurs et bienvenue une fois de plus ce samedi sur notre émission Entretien d'embauche. L'émission où je vous parle du marketing, de la com, de la publicité, de tous les acteurs qui sont autour, c'est-à-dire l'influenceur et toutes les personnes là qui actent au quotidien dans ces métiers et qu'on ne connaît pas ou alors qu'on connaît très peu. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes qui me sont très chères, mon ami Léolin Régis. Comment tu vas, Léo? Je vais très bien, Maurice. Ouais. Et mon ami Étienne. Comment tu vas, Étienne? Je vais bien. Ok. Ce qu'on va faire donc aujourd'hui, c'est quoi? Le programme de la journée. Le programme de notre journée, ce sera déjà de se présenter. Chacun d'entre nous va dire qui il est, donner à peu près son parcours. Et je pense que si chacun de nous donne son parcours, on aura donné l'émission. Donc c'est un peu ça. Bon, je vous explique encore le principe de l'émission. Là, nous sommes en train d'arriver nous sommes à la saison 2 en fait de cette émission Entretien d'embauche. Et la saison 1 est terminée. Et pendant la saison 1, à ce moment-là, parce que je m'essayais encore, on va dire ça comme ça, parce que je m'essayais encore et je n'étais pas encore vraiment super à l'aise en radio. Ce que je faisais donc c'était on va dire que je faisais des tests. La saison 1 était passée et on a eu à faire 8 épisodes que vous pouvez retrouver sur notre canal Spotify, le canal Spotify de la radio LFM. Vous pouvez retrouver tous les 8 précédents épisodes là-bas. Ils sont vraiment instructifs. C'est vrai que les épisodes là, moi j'avais l'impression qu'ils étaient bizarres quand je les réécoute maintenant. C'est parce que j'ai débuté encore, mais vraiment au-delà du fait que j'étais nul, mais je pense quand même que les épisodes en eux-mêmes sont instructifs du fait des personnes et de la qualité en fait des personnes qui viennent discuter à l'émission. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans cette saison 2 qui commence avec des gens de votre pointure, Étienne et Lola. So, on commence par qui se sent le plus à l'aise? On va faire pierre, papier, ciseaux. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer donc par Étienne. Tu vas nous parler un peu de toi. Ensuite, Léola nous parlera un peu de lui. Puis maintenant, on va revenir sur toi, Étienne. Tu nous parles un peu de ton parcours. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Étienne est un graphic designer. Ouais, c'est un concurrent dans le métier. Ouais, non, on va sortir l'émission. Il va peut-être appuyer son coup quelque part pour manger ses clients. Et Léolin est... Tu veux quoi dans la vie, Léo? Il me bat. Il cherche l'argent chaque jour. Ok. Léolin va nous dire en fait comment est-ce qu'il fait pour se battre et chercher l'argent chaque jour. Mais ce que pour vous dire déjà, c'est que c'est aussi un professionnel du métier de la communication. So, on commence par Étienne. Comment tu vas, Étienne? Je vais bien, comme je l'ai dit. Ouais. Je dis même que je vais bien. Il y a un petit pali qui m'a attrapé, mais bon, j'ai pris les médicaments, ça va mieux. Ouais. Mylène Étienne Ulrich, c'est mon nom complet. Brand and graphic designer, comme tu as dit. Je suis dans le métier. Bon, j'ai fait des études en marketing. Je me suis retrouvé dans le graphic design. On va dire un peu par passion, comme 90% des graphistes au pays. Après mes études de marketing à l'ESSEC de Douala, un grand frère m'a pris sous son aile. C'est lui qui m'a introduit dans le métier de la com et du design graphique. Aujourd'hui, je suis à 6 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du design graphique. Ouais. Je sais pas, je dois ajouter quelque chose d'autre. Attends, ce que je veux comprendre, quand tu dis 6 ans, c'est 6 ans où tu as commencé à travailler et on te baille, ou alors c'est que 6 ans que tu... 6 ans que j'ai commencé à travailler, on me baille. Ok. Et maintenant, Léo, tu nous dis un peu, tu nous présentes, tu nous parles un peu de toi. Ok. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Léolin Régis Fonjo. Je suis un jeune Camerounais qui n'est pas encore mort de la galère. Professionnel de la communication. Je suis dans le métier depuis énormément d'années, on va dire en tout cas depuis 2014.
si on compte les années où je n'ai pas commencé à être payé, mais où j'avais déjà les warrants, comme on dit souvent. Ouais. Donc mon parcours est assez divers. J'ai commencé avec des études dans un cycle ingénieur en informatique. Et après, j'ai laissé tomber ce cycle-là pour entrer en communication. Je suis passé par l'ESTIC à Yaoundé, qui est une école de communication nationale, où j'ai eu une licence en communication. Et après, j'ai commencé à travailler. J'ai d'abord travaillé pour une start-up, Kiro. Après, Ouais, Kiro. ouais, effectivement. J'ai travaillé comme junior brand manager et par cumul chargé de communication et marketing. Et ensuite, j'ai travaillé pour un cabinet de gestion d'assets, acheté des groupes, avant d'être embauché par le groupe TAL, le groupe qui possède Santa Lucia. Après cela, je suis venu à Douala. J'ai continué à travailler pour le groupe TAL en tant que digital manager. Mais c'était un poste un peu touche à tout parce que je m'occupais aussi de la communication non digitale, donc offline, panneaux publicitaires, gestion des équipes de graphic designer et de community manager, publicité en ligne et le rebranding de l'image du groupe. Si vous avez remarqué, Santa Lucia a changé d'image à partir de 2019-2020. Ensuite, j'ai été admis à l'ESSEC où j'ai fait un master en gestion de la communication. Bon, c'est vrai que j'ai pas encore soutenu mon master 2, mais on peut m'appeler 2A. Et je suis entré au groupe Gozem, le groupe Gozem qui est une start-up multinationale en Afrique, où depuis 2021, j'ai occupé tour à tour le poste de community manager pour le Cameroun et à la suite Global Content Specialist pour le groupe. Mon contrat chez eux, ça arrive très bientôt à expiration et je pense que j'ai de nouvelles aventures qui vont bientôt commencer. Je ne peux pas encore en parler, mais d'ici mi-octobre, fin octobre, je serai dans une autre boîte en tant que directeur digital. Donc c'est un peu mon parcours. Mis à part ça, je suis conseiller en communication et en stratégie de marque et en personal branding, même si mon propre personal branding laisse à désirer. Ouais, quand vous me disiez qu'il n'a pas de chien dans sa maison. Exactement. Donc c'est un peu tout mon parcours jusqu'à présent. En fait, quand on écoute ton parcours, tu vois, nous comme ça, tu vois, on est un peu jaloux dans le sens où, pour nous, on a l'impression que tout est structuré, tout est calculé et que, tu vois, les choses vont crescendo. Quand il parlait, je voulais même mettre pause. Il a abandonné ce que moi je voulais faire dans la vie. Moi, ça ne me plaît pas. Je voulais être ingénieur en informatique. Donc, quand tu as dit que tu as fait, Oui. donc, il a abandonné mon rêve aujourd'hui. Je me suis bien trouvé dans le design. Ouais. Mais quand c'est bac C, c'est ingénieur, machin. Donc, quand j'étais au lycée, moi, je voulais être ingénieur en informatique. Après, bon, les réalités de la vie et autre chose m'ont fait. Je me suis retrouvé dans la gestion aujourd'hui, dans la com. Mais quand il a dit qu'il a abandonné ça dans ma tête, c'était shit. Non, c'est vraiment bizarre hein, parce que la vie donne souvent les directions aux gens qui n'avaient pas imaginé dès le départ. Vraiment, la vérité, c'est que depuis que je suis jeune, je suis ce qu'on appelle un gros geek. Donc, je suis très branché console, très branché ordinateur. Du coup, mon père, quand il avait vu ça pour lui, c'est que je devais faire informatique. Donc, quand j'ai eu mon bac, je voulais aller faire maths info en Ngouaikele. Parce que maths info, pour ceux qui ont fait Ngouaikele, savent que c'est une des meilleures filières de Ngouaikele. On entre là-bas avec 14 de moyenne, je pense, au bac. Oui, donc c'était un peu le polytech de Ngouaikele. Sauf que je n'ai pas eu 14 au bac, malheureusement. Et je me suis retourné vers l'IAI. J'ai eu le concours de l'IAI, j'ai fait 1 an, 2 ans à l'IAI. Sauf que ma deuxième année, je partais constamment marcher avec mes amis de soir. Pour des raisons féminines. Et au fur et à mesure, je me suis connecté avec des gens qui... À l'époque, Facebook était encore embryonnaire, mais je me suis connecté avec des personnes qui avaient une très bonne visibilité sur Facebook et j'ai rencontré des gens, des pointures aujourd'hui dans le monde de la com, on va dire, ta fils déjà, qui était un mentor à l'époque. Il m'a pris sous son aile, on a commencé à organiser des petites soirées, plus de grosses soirées. Il a eu son partenariat avec JNB et puis Red Label, on a commencé à organiser les Yaoundé. Il y avait une partie là qu'on faisait au Safari. Et du coup, je me suis intéressé au monde de la com. L'année donc, je dois valider ma licence en ingénieur de travaux. Parce que Bac plus 3 en informatique, c'est ingénieur de Bac plus 3 en cycle ingénieur, c'est ingénieur de travaux. J'ai pas validé mon année. Donc après ça, mon père, qui est une personne très compréhensible, s'il m'entend, bonsoir papa, il m'a clairement demandé ce que je voulais faire et je lui ai dit que je voulais faire communication.
C'était dommage parce qu'il avait payé beaucoup d'argent. Donc il m'a dit, tu ne veux pas soutenir et tout. Je lui ai dit que bon, si tu payes encore une année de plus, ça va me faire une année de moins dans mon parcours de communication. Donc il était convenu que j'aille faire comme. J'ai fait le concours de l'ESTIC, on était près de 10 000 candidats et honnêtement, connaissant les concours au Cameroun, j'avais pas trop espoir. Donc la même année, mon père m'a inscrit à ISTAC en communication des entreprises. J'ai fait 3 mois à ISTAC et c'est un ami avec qui j'ai fait la prépa pour l'ESTIC qui m'appelle pour me dire que depuis là, on appelle ton nom en classe, tu es absent, il faut venir, tu as passé le concours. Je n'avais même pas regardé les résultats du concours. Donc, c'est quelque chose qui a été un peu sur un coup de tête. Okay. Mais c'est à ma deuxième année en communication et avec les collaborations, les grands frères que j'ai rencontrés dans le domaine, que je me suis rendu compte que j'aimais le métier. J'aimais vraiment le métier. Je veux dire que j'ai choisi ce métier-là bien tard, mais j'aimais vraiment le métier. Si je savais que je voulais faire comme, je n'aurais pas fait série D. J'aurais fait série A peut-être. Hein. Bon. Oui. Le combat. J'ai envie de dire le combat des gens contre la A, contre les gens scientifiques, là, ça ne va pas terminer sur la radio. Non, mais bon, dit comme ça quand même, c'est top. Dit comme ça quand même, c'est top parce que au moins toi, tu as pu faire ce choix-là. Parce que à moi particulièrement, ça m'a été imposé par la galère et les vicissitudes de la vie. Et aussi le hasard des rencontres. Moi, c'est pour ça, en fait, c'est comme ça, en fait, que je me retrouve dans le monde de la com. Et après, je me rends compte qu'en fait, j'aime bien et c'est plutôt cool. Mais ça n'avait pas été calculé. C'est vraiment parce que tu as échoué là-bas, tu as échoué encore là-bas, mais tu as rencontré tel qui a fait ci. Et tu te retrouves là, et puis ça marche. C'est mauvais, bon type. Pour mon cas, ça n'a pas été calculé, mais c'est pas pour les mêmes raisons que toi. Tu vois un peu. Comme après le bagage, j'avais commencé à l'UIT, tu vois. J'avais eu le concours de l'UIT aussi avant les SEC, ingénieur en informatique. Après, bon, le parcours était de l'UIT, tu fais 2 ans, après tu dois encore faire le concours. Bref, les SEC offrent au moins une certaine stabilité. Là, tu finis tes 4 ans. À l'époque, à mon époque, c'était 4 ans. Maintenant, ils sont passés à 5. Mais même quand je suis à l'ESSEC, il y a toujours le petit challenge que il faut faire comptabilité, audit, tu vois un peu, non, ce sont les métiers qui sonnaient bien dans les oreilles du parent. Dit que moi j'avais dit que je vais faire marketing, on voit le marketing comme ceux qui cognent à la maison là pour vendre les produits. Oui. Shout out à DS Max. Donc c'était ça en fait que les parents pensaient que l'enfant c'est encore marketing, c'est encore quoi, va faire comptabilité, va faire audit et tout. Mais j'avais eu une conversation avec mon père, je pense que c'est la dernière fois qu'il a essayé de, entre guillemets, m'imposer un choix dans ma vie. Je lui avais dit, si tu sais qu'en sortant de l'ESSEC, tu es une entreprise pour moi, où je vais aller m'asseoir, il y a un poste qui m'attend. Demande-moi même de faire commerce international. Je vais partir faire tranquillement. Mais si tu sais que je dois me battre comme un bon Camerounais, et je sais que le dehors est dur, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, le dehors soit dur avec moi, je commence à dire ma vie n'a pas donné parce que mon père m'a imposé X ou quelque chose. Donc j'avais dit à mon père que voilà ce que j'aime faire. J'ai eu le temps de parcourir. Et comme je disais, j'étais pas mauvais à l'école, j'aurais pu m'en sortir dans presque toutes les filières, mais j'ai eu le temps d'analyser. Je me suis dit voilà ce que j'aime. Voilà où je me bats, je me donne avec plaisir. Oui, donc si demain c'est dur, je sais que là je peux affronter sans problème. Oui, sans jamais t'épuiser. Il m'a dit, ok, j'ai compris. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le marketing. Dans le marketing, j'aimais beaucoup plus publicité et tout. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi aussi, ça n'a pas été planifié. Il y a eu un gros problème d'orientation, ça c'est clair. Ça n'a pas été planifié, mais je me suis ajusté au fur et à mesure des informations que je recevais. Au fur et à mesure, j'ajustais mon parcours. Parce que je t'avoue que quand moi j'ai eu mon bac, je ne connaissais même pas forcément tout ce qui tourne autour de la com comme métier. Donc là, on va dire que c'est un problème d'orientation, même je ne connaissais pas que ça existait. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je voyais ce qu'il y a devant moi. Et je m'ajustais dans marketing, comme je me suis retrouvé dans le design, juste à ce que nous sommes assis ici aujourd'hui ensemble. Et en fait, c'est ça, hein, c'est ça aussi le truc avec les métiers de la com. C'est que, et je pense même que c'est même ça la grosse problématique même qui fait en sorte que j'ai l'idée de mettre cette émission aussi sur pied. C'est que les métiers de la com sont connus seulement des gens de la com. Pourtant, les effets ou alors les productions, tu vois,
sont connus de tout le monde. Tout le monde voit les publicités à la télé, tout le monde voit les affiches, tout le monde challenge la publicité, que la publicité de celui-ci des Camerounais, l'aide de la publicité des Blancs est bien. Aou, je m'appelle Skillcat, ce graphic designer qui a quitté son job et qui se retrouve désormais au quartier. Retrouve-moi dorénavant sur LFM 104.2 pour mon émission Entretien d'embauche où on parle de marketing et de la com ainsi que de ses principaux acteurs. C'est chaque samedi de 13h30 à 14h30, alors ne manque pas. Nous sommes de retour sur notre émission Entretien d'embauche et tout à l'heure, nous étions en train de parler de nos parcours. Et j'étais en train de revenir sur quelque chose, sur le fait que pour beaucoup d'entre nous, en fait, comme Etienne le disait tout à l'heure, c'est que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des profils plutôt atypiques. Entre des personnes comme Léo, chez qui on a l'impression vraiment que ça s'est fait de façon graduelle, et d'autres extrêmes comme moi, où c'est vraiment Dieu qui a voulu me sauver. Et par contre, Etienne, toi, quand j'ai écouté ce que tu as dit, il y a une question vraiment qui me revient toujours en tête, c'est pourquoi est-ce que, en étant déjà dans les métiers en fait du marketing, puisque quand tu arrives à l'ESSEC, c'est ce que tu fais marketing. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu connais déjà en fait tous les métiers possibles, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, pourquoi avoir choisi spécifiquement le design? Parce que tu connais la perception qu'on a des graphic designers dans le métier. C'est que c'est le gars là que peut-être qu'il a même semence de CEP ou il a même pas school, mais comme il connaît dessiner ou bien comme il est bon avec les couleurs, il est bon avec le logiciel, tu vois, on prend le gars, on le met là. Et on estime souvent que, très souvent, on estime souvent que c'est pas le gars chez qui tu vas l'attendre à ce qu'il te fasse de belles phrases, qu'il corrige les fautes sur ton truc, qu'il corrige le truc sur ton... Bon, c'est la façon polie de dire que ce sont les gars de mon coffre de l'équipe, tu vois un peu. Mais on sait que c'est le gars génial qui est perché, qui est de son côté, et tu ne dois pas l'attendre sur les trucs qui sont très carrés, tu vois. Et moi, je me dis que c'est vraiment une impression. Hein. Moi, je me dis que pour moi, par exemple, si j'avais connu en fait des métiers de la com beaucoup plus tôt, peut-être je ne serais pas allé vers le design, tu vois. Moi, je me serais beaucoup plus posé vers des trucs comme la stratégie et tout, tu vois. Parce que moi, les métiers qui concernent la stratégie, entre guillemets, je les ai découverts en fait quand moi je suis arrivé en agence. De tout ce que je connaissais de la com, je connaissais ça comme ça de façon vague, mais c'est le métier de graphic design quand même qu'on m'avait quand même dit que ouais, voilà, tu vas faire ici, tu vas faire ça. Et ce n'est vraiment que lorsque j'ai vraiment mis les pieds dans le plat, quand je suis arrivé en agence, que j'ai commencé à découvrir d'autres métiers. Et je me suis rendu compte que j'aimais la stratégie, j'aimais moins le design, tu vois. J'aimais beaucoup la strat, j'y comprenais rien, j'arrivais à rien faire, mais j'aimais voir comment les gars démarraient. Le design, j'ai commencé à aimer moins, mais je savais faire, tu vois un peu. Donc moi, je veux savoir quel a été le déclic pour toi en fait, parce que tu as été introduit dans le métier par la partie stratégique entre guillemets. Ouais. Bon. Déjà, j'ai envie de dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu es technicien que tu ne peux pas faire la stratégie. C'est vrai. Et maîtriser les deux même, c'est l'idéal. C'est vers ça que je m'oriente beaucoup plus aujourd'hui. Mais je t'avoue, quand je regarde mon parcours, c'est l'aspect créatif. Même dans le choix du marketing, contrairement aux autres métiers, c'est vraiment l'aspect créatif. Je voulais pas un métier, j'ai envie de dire, monotone, où tu vas faire débit crédit, ça restera toujours débit crédit, le compte 47, c'est toujours le compte 47. Tu vois un peu. Je voulais quelque chose où on se réinvente chaque jour. C'est la principe. Donc c'est vraiment la créativité. C'est pour ça que je suis parti sur le marketing. Et maintenant, de fil en aiguille, je sais pas, je vais dire que c'est la pelle. Je sais pas comment trop justifier, mais ça m'a toujours intéressé. Je vais te dire ça de façon terre à terre comme ça. Là, on parle de design. Oui. Okay. J'ai vu, ça me plaisait, j'ai voulu faire ça. Et j'ai voulu faire de ça mon métier. Aussi simple que ça. Tu vois un peu. Et j'avais aussi une vision. Donc, quand tu es sur les bancs, je voyais les affiches, je voyais les campagnes, je me disais, mais pourquoi c'est pas aussi bien que ce qu'on voit ailleurs, tu vois un peu. Ouais. Je venais réinventer entre guillemets le métier. 6 ans plus tard, je sais pas ce que j'ai réinventé, mais c'est ça qui m'animait. Je voulais faire de grandes choses d'un point de vue créatif. Je voulais
que nos campagnes de branding, ça ressemble aussi à ce qu'on voit hors du pays et tout, sans connaître les réalités du pays. C'est quand tu entres dans le métier que tu te rends compte qu'il y a des gars très talentueux, mais c'est compliqué. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment une question de passion. J'ai vu, ça m'a plu, je me suis dit, c'est ça que je veux comme métier. Ok. Bon, et là, je vais rebondir sur quelque chose. Et je vais poser la question à Léo, qu'il me donne un peu son point de vue à lui. Parce que chacun de nous a son point de vue. Là, tout à l'heure, tu as dit, quand tu entrais dans le métier, tu venais réinventer le métier. Que tu allais faire en sorte que, que ce soit comme là-bas avec. Tu vois un peu. Maintenant, quand tu arrives, ça te choque. Bon, moi, je me suis, entre guillemets, clashé ça avec certains grands frères que je salue, Fabrice Aoudou de MW et Brice Boya. Et on a eu notre petit clash. On s'est séparés d'ici à la radio, chacun est parti avec... On n'est pas tombé d'accord, tu vois, on n'est pas tombé d'accord. Et c'est toujours concernant le fait que aujourd'hui, on n'arrive pas, entre guillemets, à faire des campagnes qui soient aussi marquantes ou impactantes que les campagnes d'une certaine époque, tu vois. Mon point personnel à moi, bon, je vais vous dire ça après, mais je vais vous dire le point de Fabrice de Lignac. Le point du Big Fabrice, c'était que les budgets actuellement ne sont pas pareils en fait que les budgets d'une certaine époque. Tu vois un peu. Qu'avant, en fait, on débloquait beaucoup de sous pour pouvoir faire les campagnes. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. On coupe à tous les niveaux. Tu vois. Brice, qu'est-ce que Brice lui-même il avait dit? Brice avait dit... Je ne sais même plus ce qu'il avait dit. Non, ça m'a revenu. Mais bon, c'était un peu ça. Donc moi, je veux connaître ton point de vue par rapport à ça, Léo. Mon point de vue par rapport à ça, c'est que la réalité, et je peux peut-être m'attirer les foudres des grands frères du métier, c'est qu'il y a un blocus mental lié au budget. Parce qu'on imagine uniquement la grosseur et la qualité d'une campagne à la qualité de l'argent dépensé sur les opérations. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Il y a une agence de communication en Europe. Je crois que je t'avais parlé de cette campagne une fois, mais je vais reparler de cette campagne à la radio. Donc, il y a une agence, Marcel Paris, qui est une agence de communication assez célèbre en France, qui gère plusieurs marques, dont Itch, qui est une application de VTC. Et eux, ils avaient pour but de faire une campagne à petit budget qui devait concurrencer Uber. Pour rappel, Uber est le numéro 1 mondial, voilà, du VTC. Et cette campagne-là, ils n'ont fait aucun média. Donc, ils n'ont fait aucun média pendant la campagne. Ils n'ont pas fait de pub, ils n'ont pas fait de réseaux sociaux et tout. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de l'opérationnel. Dans cette campagne-là, ils donnaient aux marchands Uber du packaging de Itch. Donc, des marchands qui sont affiliés sur Uber Eats. Des packaging de Itch, ou sur les packaging, ils dénonçaient la façon de faire de Uber. Donc la façon de faire un peu industrialisée, où on déshumanise l'homme. Et vous savez que les Français sont un peu socialistes sur les bords. Donc ça rappelait cette fibre socialiste. Et c'était le lendemain des émeutes des taxis Uber qui se plaignaient de la surexploitation. Donc ce qui fait qu'ils ont joué sur ça. Et ils ont eu, je dis bien, sans dépenser 5 francs, près de 17 000 impressions de social media et près de 1 million, je crois, bon, je ne vais pas donner les chiffres, mais près de 1 million de media mention sur les réseaux sociaux. Sans dépenser 5 francs, ils ont eu une des plus grosses campagnes. C'est après maintenant qu'ils ont fait un récap de cette campagne-là, qui a été un spot qui a été vu des centaines de fois et qui était un spot apprécié par les professionnels du métier. Je pense et je me dis qu'on est bloqué par cette vision où on doit faire dans la stratégie, on va dire, ok, les canaux, on va travailler sur la télé, la radio, Internet, on va payer les influenceurs et tout. Mais le problème qui est là, comment optimiser les opérations? C'est ça le problème. Comment optimiser les opérations pour avoir le résultat le plus efficace avec le petit budget qu'on a? Et ça, aujourd'hui, on le voit, les plus jeunes, que ce soit créateurs de contenu, influenceurs et autres, arrivent à faire du bruit, faire beaucoup d'impressions avec très peu de budget. Il faudrait qu'on se rapproche d'eux, nous qui sommes d'un certain âge, pour savoir quels sont les mécanismes qu'ils mettent en place, quels sont les canaux qu'ils utilisent, quelles sont leurs façons de networker avec leur environnement pour atteindre ce type de résultats. Et même si c'est pas se rapprocher d'eux, je pense même que c'est
c'est vraiment s'asseoir et d'étudier. Ouais, Parce que je effectivement. pense que beaucoup d'entre nous, en fait, professionnels, parce que quand tu scrolles un peu sur Twitter et tu vois, tu vois ce que les gens disent par rapport à certaines personnes, tu vois. Par exemple, récemment, le père, c'est qui chauffe. C'est Grand Barra. Non. L'autre, Lequel? Nyangono du Nyangono Sud. du Sud, Ouais, oh, effectivement. this guy. Like, c'est totalement atypique, c'est totalement, je veux dire, WTF, tu vois. Mais ça marche, tu vois. Et maintenant, ce qui me choque, c'est que tu as beaucoup de gars qui se disent, qui sont des professionnels, pas qui se disent professionnels, qui sont de vrais professionnels que je connais aguerris, tu vois. Lui, instinctivement, il combat le truc. Ouais, Pour dire, en disant que non, le pays a chuté, comment est-ce que c'est des choses aussi qu'on écoute maintenant, voilà. Like, moi, je me dis, à cet homme, je pense que j'ai dit ça l'un l'autre jour, et je lui ai dit que, quelque part, non, s'il fait ça, et ça marche, toi, le pro, tu dois t'asseoir, essayer d'étudier. Peut-être que lui, il a fait ça sans il n'y a pas de process derrière. Toi, maintenant, tu peux prendre, faire une sorte de retro-engineering dessus, tu vois, sortir de là un process, et maintenant, trouver comment prendre ça maintenant, appliquer ça maintenant dans tes campagnes à toi. ouais, effectivement, le problème même, c'est que quand tu vois un grand, moi j'ai vu sur Facebook, Twitter, dans les groupes WhatsApp et tout, les compères dire ça. Il y a ce gros débat là qui dit que le public camerounais aime la merde. On aime seulement ce qui fait le bruit, on n'aime pas la qualité. Si vous voulez vraiment travailler dans la qualité, il y a les marchés nord-africains, il y a la France, il y a l'Europe en général, il y a les marchés francophones, La Réunion, Madagascar. Partez là-bas. Le problème, en fait, c'est qu'on a perdu un truc fondamental qu'on nous apprend en communication, que ce soit en autodidacte ou à l'école. Le but de la com, c'est d'avoir un impact sur la cible. C'est ça le but de la com. Soit pour créer de l'engagement, soit pour créer un attachement à la marque, soit pour véhiculer un message d'une façon, de véhiculer le message de la façon la plus efficace. Ouais. Non, Si- atteindre un objectif. Mais- Voilà, exactement. Maintenant, bon, vas-y, je termine rapidement. Le problème maintenant, c'est qu'ils n'ont même pas analysé le truc. Il y a Nyangono du Sud, je ne vais pas parler de Grand Barack, mais il y a aussi Joël Lafleur, dernièrement. Moi, je vois ça avec les yeux d'un professionnel et à chaque fois que peut-être toi et moi on parle d'un truc comme ça, on remarque ça. Il y a une stratégie de branding. Ce monsieur a investi un argent monumental sur ces 3 derniers sons. Nyangono du Sud, son look vestimentaire, sa façon de parler, on appelle ça le ton de voix. En communication, on le connaît. Son clip, son univers visuel entre ces 3 derniers clips est le même. Ça veut dire C'est genre, il a construit vraiment un un univers. univers. Et pour moi, je vois ça, j'ai des étoiles dans les yeux. La réalité, c'est que le monsieur n'est peut-être pas bon en musique. Ses derniers sons sont des bangers, mais lui-même, il n'a pas de talent, on va dire. Bon, il a du talent. Jamais il est talentueux. Ouais, c'est avec lui. Non, dans la Ça- musique, n'est pas talentueux. Ouais, je suis Pourquoi, jamais. Moi, je mais suis pas il avec vous. chante pas bien. Mais Jamais, moi, je moi, suis c'est avec fan. lui. Moi, je suis fan. Par contre, Joël Lafleur est talentueux. Joël Lafleur est très talentueux. Les gens qui écoutent Joël Lafleur écoutent parce qu'ils voient le personnage, ils voient les vidéos qu'il fait, le mec a son look et tout, mais ils ne voient pas la musique. Moi, j'écoute la musique de Joël Lafleur les yeux fermés. Tout à l'heure, j'ai téléchargé un autre extrait de ses vidéos TikTok et j'ai écouté ça les yeux fermés. C'est très bien arrangé. Il chante bien. Et le seul truc que son personnage fait, c'est amener de l'attention sur lui. Et Boris, tu es d'accord avec moi, nous sommes dans une ère où le plus gros combat qu'on a aujourd'hui, c'est l'attention. Tout le combat des gens, c'est créer l'attention. Aujourd'hui, même les campagnes n'ont même plus beaucoup d'impact, hein, même si elles sont très bien faites. C'est parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui attirent notre attention. Donc, le but, ce serait de capter cette attention-là et capitaliser dessus. Nyangono l'a fait pendant près de 1 mois, 2 mois. Joël Lafleur est en train de le faire, ça fait déjà pratiquement 2 semaines, où on est même en train de faire on fait déjà des commentaires, on fait déjà des discussions sur le fait que est-ce que le bâton a exactement 12 membres. Mais il faut comprendre que c'est très bien fait. Il ne faut pas critiquer, mais eux, ils ont trouvé leur façon d'atteindre leur cible, d'être efficaces. Ils vont faire leur concert, ils vont gagner, ils vont coffrer leur argent, et à la fin des fins, ils ont leur argent, ils mangent bien, ils s'en foutent en fait. Et c'est vrai. Ok, et c'est mais... vrai. Non, Ouais, vas-y, je vais vous dis-nous, parler. dis-nous. Non, Je je t'écoute, vais reprendre. je t'écoute. Vous ne me laissez pas parler. J'ai envie de dire, c'est pas parce que ça marche. Ne mélangeons pas les choses. Tu vois un peu.
quand les grands frères là se plaignent du budget et tout, c'est qu'ils ont affaire à MTN, Orange, Brasserie. Ouais. À ce niveau de business aussi, il faut comprendre que c'est riscophile. Tu vois, non, l'image construite, l'image d'une entreprise de cette envergure, c'est pas du jour au lendemain. Donc, ils vont pas se lancer dans tous les buzz qui passent parce que c'est ce qui attire l'attention aujourd'hui. Tu vois, ce ne sont pas des marques qui sont juste restreintes au Cameroun. Ce sont des multinationales. Ils ont bâti cette image de marque. C'est pas parce qu'ils sont à la recherche de l'attention qu'ils vont se verser dans tout ce qui est faux buzz, ridicule et tout. Ça va peut-être créer de l'attention, mais la valeur même perçue de l'entreprise peut chuter. Et c'est aussi important. Donc, je suis d'accord. Nyangono, ça fonctionne. Joël Lafleur, ça fonctionne. Ils ont de l'attention. Ça, c'est clair. On peut voir justement des mécanismes, comment se réapproprier ça pour mettre ça à l'échelle de ces grandes entreprises. Pas forcément. Mais, oui, pas forcément. Mais se dire, les gars ne sont pas créatifs. Non, ne mélangeons pas vraiment les choses. Je ne pense pas avoir dit que quelqu'un n'est pas créatif. Ouais, exactement. Non, je ne pense pas avoir dit ça. Parce que pour moi, perso, non. Perso, en fait, c'est s'il faut faire un parallèle, tu vois, je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, je suis totalement d'accord avec toi avec le fait que les marques ont un brand qu'il faut tenir. Ils ont investi beaucoup d'argent dedans. Ils ont un brand qu'il faut tenir. Et les managers, un autre point, les managers, ceux justement qui gèrent ces entreprises, ils sont très riscophiles, tu vois un peu. Ce genre de propositions un peu décalées, il y en a qui le proposent dans les agences, mais est-ce que ça passe? Ça ne passe pas forcément. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand tu entres dans le métier, tu comprends aussi quand même certaines réalités. C'est pas qu'il y a des gens qui ne font pas ce genre de propositions, des propositions décalées. Mais sauf que des managers sont dans un environnement où ils sont très riscophiles, ils ont peur de prendre certaines initiatives et ils bloquent. C'est pour ça que beaucoup se rabattent. Quand on te bloque une, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, mon frère, la cinquième proposition, tu vas donner ce qui va passer. Tu vois un peu, non, tu vas entrer dans le modèle. Ça, c'est aussi la réalité. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. C'est sujet à discussion et il faut voir comment... je n'ai pas la prétention d'avoir la solution, mais il faut trouver une solution. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Quand les gars se plaignent du budget, c'est aussi une réalité. Le budget, c'est pas juste pour dire qu'il faut partir à la télé. Même l'aspect technique, par moment, ça nécessite le budget. Ouais. Tu vois un peu, non? C'est pas uniquement la diffusion. Parce que quand tu parlais, tu regardais la diffusion, que le budget passif faut être... Non, même l'aspect technique demande souvent le budget. Exactement. Voilà. Donc, quand ils se toi. plaignent du budget, ça prend aussi ça en compte. C'est compliqué. C'est vraiment Non, compliqué. c'est vrai. Je vais juste revenir rapidement. Tu sais, je ne parlais pas du fait de faire les faux buzz, mais je parle vraiment du fait qu'une marque doit vraiment, enfin, l'agence ou la marque, la plupart du temps, c'est la cellule comme marketing qui réfléchit, fait le brief à l'agence. Donc, la cellule doit déjà commencer à repenser leur façon de communiquer. C'est pour ça que je dis, c'est pas copier le final, mais c'est de copier le mindset avant. Donc, le mécanisme. Eux, ces gens que j'ai cités là, ils ont réussi à se réinventer. Et ils se réinventent chaque 3 ans. Et ils réussissent à le faire. Donc, c'est réussir à réinventer sa marque en suivant l'identité de la marque, le ton de voix, les missions, les valeurs. Et maintenant, savoir comment on va impacter avoir un impact, je veux dire, sur la nouvelle génération ou bien les nouveaux consommateurs ou bien les consommateurs en général de la façon la plus efficace. Ça peut être en passant par des campagnes décalées, hyper créatives, mais ça peut aussi être par des campagnes qui ont une exécution très novatrice. Très corporate même. Très corporate, mais hyper novatrice. Moi, dernièrement, j'avais eu un entretien avec... j'avais eu une rencontre avec une banque. Et dans cette banque-là, moi, je leur ai dit que même dans la façon de faire de la nouvelle génération, il y a ce qu'on appelle les podcasts, les Reels, podcast Reels, comme ce que Bruce fait avec son émission Les Papapas. C'est de faire ce type de podcast, mais dans un milieu professionnel, où on invite des experts qui parlent de leurs trucs, ou bien si c'est par exemple des marques de téléphonie ou bien des brasseries, je vais citer aucune entreprise ici, ce serait par exemple de parler de leur histoire, de leurs valeurs, de présenter des personnels dans leur entreprise qui vont leur parler de leur day-to-day work, de tasks et autres. Donc c'est de trouver des façons d'être un peu plus proche de leur cible, de capter leur attention, parce que c'est ça le but, c'est de capter l'attention et de capitaliser là-dessus. Donc, mais ton point est clair, hein. Moi, j'ai eu à demander des budgets
qu'on m'a refusé. Je ne suis pas une agence, je suis à l'intérieur de l'entreprise. Que ce soit dans mon entrée dans mon ancienne entreprise ou dans la nouvelle. Et je suis sûr que dans les prochaines, ce sera la même chose. Donc c'est un défi. Il n'y a pas d'argent, c'est chaud. Non, ça c'est clair, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec tout ça. En fait, quand on parle même, ce n'est pas pour trouver forcément la solution. C'est pour déjà essayer de comprendre en fait c'est que pour chacun. Parce que à chaque fois que je pose cette question-là à quelqu'un, j'ai un point de vue différent, tu vois. Et maintenant, certaines personnes commencent à s'assembler, ça commence à créer des petits groupes, tu vois. Mais je trouve quand même que c'est quand même bien quand même de soulever la question pour essayer de déjà comprendre ce qui bloque. Parce que la vérité, c'est que avant, quand on regardait la télé, quand moi je regardais la télé avant, tu vois, avant que je sois un professionnel du métier, je regardais la télé, je voyais les publicités camerounais, les publicités camerounais, regarde comment les Camerounais font leur truc. Pourquoi ils ne peuvent pas faire comme les Blancs? Maintenant, c'est toi le Camerounais qui fait ça. En fait, c'est ça. Parce qu'en fait, à un niveau maintenant, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est toi maintenant le Camerounais qui fait ça. Il n'y a plus quelqu'un d'autre que tu peux accuser. Maintenant, tu dois commencer à réfléchir en fait, en mode, qu'est-ce qui se passe en fait pour que je ne fasse pas les choses comme cela. Maintenant, ce que je pourrais ajouter encore, tu vois, c'est que quand on parle du fait qu'il faille peut-être étudier en fait ce que ce soit Joël Lafleur, que ce soit Joël Lafleur, que ce soit Niang Ono fait, c'est quand tu regardes pour son microsome à lui, tu vois, il a réussi à toucher en fait tous les key points qu'il faut toucher pour que le truc marche. Tu vois, il a un ton de voix à lui qui est particulier. Il parle à sa cible à lui et il délivre ce que sa cible veut. C'est normal en fait que ça marche. Et moi je me dis, peut-être qu'il faudrait étudier en fait leur façon quand je dis étudier la façon de faire, c'est pas faire, je vais pas m'habiller en bâton de manioc. En bâton de manioc ou en rappeur, tu vois. Mais pourquoi en fait ça marche pour sa cible? Maintenant, comme ça marche, comme ce qu'il a fait la marche pour sa cible, si je rétro-ingénieur, je prends ça maintenant et j'amène maintenant ça dans mon contexte à moi, avec ma cible à moi, avec le ton de voix en fait que je dois parler à ma cible à moi, peut-être que ça pourrait aussi marcher. Moi, c'est beaucoup plus cette façon de voir. Mais à côté, parce que par exemple, voilà, ça c'est l'exemple typique même. On a plein de grosses campagnes d'avant, tu vois un peu, qui marchaient super fort avant. Tu vois, il y a des campagnes dont on se rappelle encore aujourd'hui. Dès que tu parles de il a fallu du temps, dès que tu dis il a fallu du temps, même nous tous on s'en rappelle. Tu dis Michael Power, nous tous on s'en rappelle. Pourquoi est-ce que ces campagnes ont marché? Il ne faisait pas le ridicule, il ne parlait pas de bâton de manioc. Ouais, exactement. Mais ça nous a marqué jusqu'aujourd'hui. Et ça a marqué tellement de générations jusqu'aujourd'hui, c'est resté. Or, la plupart des pubs que maintenant nous on est venu faire, Seigneur Jésus-Christ, depuis là ça disparaît seulement. Tout à l'heure, j'ai dit risque, je voulais dire risque fort. Donc, en m'écoutant, les gars qui vont me réécouter, je me corrige d'abord, avant qu'on utilise sur moi. Oui, Michael Power, à l'époque, déjà, l'environnement n'est pas pareil. Nous sommes exposés à combien de messages publicitaires aujourd'hui. Tu ramènes Michael Power. Exactement. Tu ramènes Michael Power à cette époque. Je suis pas sûr que ça sera forcément ça. C'est parce qu'ils ont eu le génie à l'époque. Moi, je défendais. C'était le point que je défendais. Ils ont le génie à l'époque. Ils avaient le génie à l'époque pour leur époque, bien sûr. Et le truc même, c'est que pour moi, à leur époque là, tu vois, tu avais très peu de canaux. Tu étais sûr que à la pub de Marimano, tout le Cameroun, 90% des Camerounais sont assis. Et c'est pour ça que le gars de mayonnaise, jusqu'aujourd'hui, je me rappelle du gars de Calvera. Mon père me réveillait pour venir voir Michael Power. Que ça commence. Je sors de la chambre en courant. Tu vois. C'était ta star. Bon, c'était pas ma star, mais on aimait bien voir ça. C'était ma star. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, je me rappelle du sourire du gars de Calvera. Voilà. Tu vois, pourquoi? À cause de Marima. Parce que dès que tu savais qu'à la pub, c'est lui que tu allais voir. Et tu avais des points de big audience, si on peut dire ça comme ça. Où tu es sûr que tu mets ton truc là, tu as touché tout. Mais Boris, je veux te demander vraiment un truc. Hein. C'est même pas moi qui pose la question, mais vraiment, je vais demander ça. Tout à l'heure, on a parlé du fait qu'il y a des trucs décalés, mais est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? La plupart, moi, j'ai déjà présenté l'univers de publicité du Japon et de la Thaïlande
à des boss pour valider un budget. Parce que c'est des peuples très sérieux, la réalité. C'est les deux peuples qui sont très sérieux. Mais il faut voir un peu, je pense que vous avez Oh Lord. c'est des malades dans la publicité. Oh Lord. Pourtant, le peuple est sérieux et très, très, très à cheval sur des règles de bienséance et autres. Mais leurs publicités sont hyper décalées. Ça n'a aucun sens. Mais ça, moi je vais payer un insecticide thaïlandais à cause d'une pub. Oh Lord. Et je te promets, Et ça touche. pour te dire à quel point c'est what the fuck de leur côté, c'est. Tu vois, une pub thaïlandaise, c'est 8 minutes. C'est 8 minutes et tu Dans la vois publicité, toute non, la c'est 8 pub. minutes. Donc quand ça commence, tu t'assois, tu regardes la Tu publicité regardes la pendant pub. 8 minutes. Tu es là, tu regardes jusqu'à la fin. Quand la blague arrive, tu es mort. Le plot est... Tu es mort. Tu peux voir une guerre. Franchement, tu vois, on fait un épisode de guerre où on décapite des gens, mais à la fin, c'est pour te parler des sandales. Non, those guys, ça n'a eux, aucun ils ont sens. un autre, eux, ils ont Ils ont autre monde. façon. Mais ils ont c'est une façon vraiment de des réfléchir. personnes qui, leurs univers, parce que je pense qu'ils ont des agences. Je crois que ça fait partie des plus grosses entreprises, un peu les plus sollicitées ou bien les plus sélectes dans ces pays-là. Ou quand tu arrives en agence au Japon, par exemple, tu te rends compte que c'est des gens qui ont fait des études, en fait. Ils ont fait des études, ils ont fait des trucs, mais ils sont challengés pour pouvoir vaincre le diktat de l'attention. Donc leurs pubs et tout sont faites pour vaincre le diktat de l'attention, en fait. Pourtant, c'est des pays hyper connectés, surconnectés avec plusieurs canaux. Voilà, mais ils réussissent quand même à vaincre ce genre de choses. Donc pourquoi est-ce qu'on ne tricherait pas le mindset? Pas forcément l'exécution, mais le mindset. Pour ça, je suis d'accord. Je suivais une dame qui avait dit la communication, c'est sur le courage. Oui, parce que faire ce genre de com, il faut avoir le courage d'assumer ça, tu vois. Et beaucoup n'ont pas ce courage-là. C'est aussi une question de courage. Dis que je vais faire ça sur le long terme et j'assume. Tu vois, cette communication décalée-là, beaucoup, j'insiste dessus, beaucoup n'ont pas les noisettes d'assumer ce type de communication. Moi, Laisse fruit en paix. je veux même pas dire décalé, tu vois, mais c'est juste souvent à some point you have to tu dois prendre position, tu vois, tu prends position et tu dis tu assumes ça maintenant jusqu'à la gare. Sauf que maintenant, bon, le problème aussi c'est toi qui es agence, tu vois, tu dépends de ton client. Si ce que tu envoies à chaque fois le client ne donne pas, ça va permettre que tu vas pouvoir payer tes gars. Mais là, le client aussi là, parfois le problème du client c'est que ton point de contact, ce n'est pas le client, tu vois. Si tu es en contact, je raconte n'importe quoi avec brasserie, c'est pas moi, Total, je sais pas trop quoi. C'est pas avec Total que je suis en contact. Tu es en contact avec le gars qui travaille là-bas. Lui aussi, il défend aussi quelque chose, tu vois. Et il doit répondre à quelqu'un d'autre qui est au-dessus, qui. Et ce qui est bizarre avec notre métier, et c'est souvent ça en fait, c'est que quand tu arrives en présentation, tu as le financier qui est là. Parfois même tu as le gars du juridique qui est assis là. Et il a son mot à dire dans ce que tu es en train de faire. Et c'est pas une bonne chose. J'ai envie de dire, quand ils font leurs finances là-bas, on vient pas demander notre avis. Tu vois un peu. Laissez la communication, on est de la communication. C'est un métier, non? Ce sont des professionnels de la communication. Le financier, non, il est cartésien, il veut ses chiffres, ils veulent toujours un retour sur investissement. Ils sont eux qui ont toujours les questions bizarres, ça nous rapporte quoi directement? Quand tu vas commencer à expliquer entrer dans l'émotion, les gens vont aimer, après ils vont acheter plus parce qu'ils aiment. Lui ne veut pas forcément comprendre ça. Et ça biaise le travail. Que le financier fasse ses finances, qu'on laisse au gars de la communication la latitude de faire la communication. Qu'on arrête de penser que c'est un métier de monsieur tout le monde. Tout le monde, comme tout le monde peut donner son avis, on a l'impression que tout le monde peut faire de la communication. C'est aussi ça le problème pas mal dans notre environnement. On a l'impression que comme c'est un métier que tout le monde peut faire, du coup tout le monde veut donner son avis et dans cet avis... Mais la réalité c'est que, et je veux dire que c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire, et moi j'ai déjà vécu ça, c'est tellement vrai ce que tu dis que même au niveau des spécialistes, la com en général, quelque part te dit que oui je peux faire ça, je peux écrire ça, ce message ici, ok, mais même au niveau de, par exemple, le travail de Boris, moi je vois souvent comment on veut finir avec lui. C'est un client challenge un truc que lui ne peut pas faire, et c'est encore pire, même sur la data, il y a un client qui va te dire que oui mais il peut extraire un rapport pour essayer d'interpréter ça. Moi j'ai déjà vu ça même au travail. C'est le métier le plus challengé du monde. Hein. La com est le métier le plus challengé. Personne n'irait dire à un avocat que non. Ou bien à un médecin que maître, quand même non, ton paracétamol là, c'est pas trop efficace.
Bon, Quoique aujourd'hui, il y a quand quand même, même champion. Il y a quand même champion. Quoique aujourd'hui, il y a déjà ça. Mais la com... Oui, non, le gars, ça reste pas ce que lui. Mais il faut regarder sur les réseaux sociaux le nombre de pseudo-formations en graphic design, en publicité, en community management, où on te dit deviens expert en un mois. 30 jours d'expertise. 30 jours. Toi, tu as fait 5 ans. Dans tes 5 ans là, même il y a encore le WA à l'intérieur, donc tu as encore les nerfs. Tu connais quand tu es foiré là, tu dois apprendre de nouvelles connaissances. Si on entre dans le couloir là, concernant alors le graphisme, on peut faire 2 heures ici. Oui, bien sûr. J'avais challengé avec une amie qui disait ouais, si le client vient et il a une idée claire, tu dois exécuter. Je dis que non, mon travail aussi c'est dire au client que ton idée là n'est pas forcément la plus adaptée. Que ok, tu as pensé à ça, mais vu le secteur d'activité, vu ce que tu veux faire, ton positionnement, c'est pas ce que tu as pensé n'est pas forcément la meilleure solution. On peut faire comme ça, c'est ça mon travail. Elle dit non, que tu dois quand même t'arranger à faire. J'ai dit que non, ça se passe pas comme ça. Quand tu vas voir le médecin, tu viens pas dire médecin prescris-moi le paracétamol. Non, tu donnes tes symptômes et il te dit le médicament qu'il faut. Mais non, beaucoup dans leur conception, c'est que, comme tu disais, on est des exécutants, on doit exécuter. C'est pour ça que tu disais. L'un n'empêche pas l'autre. La stratégie et le côté technique même, l'un n'empêche pas l'autre. L'idéal même, c'est maîtriser les deux pour avoir des créations qui n'ont pas de sens. Parce que beaucoup, j'ai eu à former certains jeunes, je commence toujours par la communication. Parce que le design que j'apprends, c'est au service de la communication. Si tu ne comprends même pas pourquoi tu fais ce design, ça veut dire que ce que tu vas proposer n'aura pas forcément de valeur. Donc je commence toujours par ça. Je commence par le marketing. Je parle du marketing, j'arrive sur la communication, je parle un minimum de la communication avant d'entrer même dans le design. Parce qu'ils viennent, ils veulent juste être des techniciens. Non, mais la technique ne sert à rien si tu ne comprends même pas pourquoi tu fais ça. Et comprendre pourquoi tu fais ça, c'est vraiment comprendre la communication et le marketing qui va derrière. Ouais. Et je me rappelle que je sais pas, avec un de mes petits clients avec qui il clashait, où il lui a dit que gars, c'est même pas la peinture que je fais. Like, si tu veux la peinture, tu vois, cherche ton bon peintre, il peut, tu vois. C'est que nous on est, comment dire, je suis un créatif professionnel, tu vois. C'est que il y a des objectifs qui doivent être atteints avec la créa que je suis en train de faire. Et le travail c'est dur. C'est dur. C'est comme certains qui se disent pour maximiser son budget et tout, il faut qu'il mette tout sur son affiche publicitaire. Au finish, on ne retient rien. Tellement c'est surchargé, on ne retient rien. Parce qu'il se dit que mais je te paye beaucoup comme ça pour que tu me mettes juste une bouteille dessus. Il ne comprend pas. Et ils n'ont même pas l'humilité tous mes produits d'écouter quand on explique. Tu donnes même des arguments, ils ne veulent pas écouter, que mettre tous mes produits au finish, aucun résultat, après on vient t'accuser. Mais par contre, quand même, de ce côté-là, je pense que le public commence quand même aussi à comprendre. Je pense que beaucoup de personnes ont juste arraché les cheveux en travaillant avec eux, et au fur et à mesure, ça a commencé à éduquer en fait aussi la cible. Parce que ce genre de remarques là, peut-être parce que mes clients, vous êtes des meilleurs, vous êtes des plus cool, big shout out à vous, mais peut-être aussi que, mais je me dis quand même que je reçois, moi personnellement, je reçois de moins en moins de personnes qui sont aussi butées que ça. Ouais. Non, c'est aussi une question de positionnement. Bon, peut-être c'est ça aussi. Oui, c'est une question. Moi-même, je reçois de moins en moins. Si je vois même que tu veux m'amener vers ce sens, on peut pas travailler ensemble. On peut pas travailler ensemble. C'est la galère même, là, c'est la vérité. Au début, là, c'est la galère qui nous fait accepter tout n'importe quoi. On se retrouve avec ce genre de clients. Ouais. Et c'est lui qui ne paye pas. C'est soit ça le problème. C'est lui qui ne paye pas. Le gars te torture. Le gars te torture. Avec qui paye 2000. Je t'assure. Ouais, mais c'est justement aussi le point que dernièrement je réfléchissais dessus, parce qu'il y a quelqu'un, je ne vais pas mentionner tant qu'il n'est pas d'accord avec, qui trie ses clients. Ce monsieur trie ses clients. Moi? Oui, c'est Boris Kilkan. Je trie. Il trie ses clients. Je trie. Je jure que, vraiment, je promets, cette histoire de trier les clients rend les clients plus comment dire, parce que les Camerounais n'aiment pas qu'on leur dise non. Quand tu leur dis non, ils veulent travailler avec toi. Quand tu dis non à un Camerounais que bon, moi je ne vais pas travailler avec toi, il veut travailler avec toi. Il te harcèle. Moi j'ai une entreprise, quand j'ai annoncé que je quittais mon entreprise actuelle, elle voulait travailler avec moi. On a eu 2-3 discussions et après, bon, moi j'ai dit que je ne vais pas travailler avec eux. Jusqu'à aujourd'hui, je reçois des mails. Jusqu'à aujourd'hui, hier j'ai reçu un autre mail. C'est pour dire que souvent, même quand un client fait comme ça, moi je pense qu'il faut souvent le chasser. C'est la réalité. Parce que
de la même façon que lui, il pense que tu n'obéis pas à ses recommandations. Bon, un client ne peut pas faire, un annonceur ne peut pas faire de recommandations, c'est le contraire qui se passe. Mais à cette directive, à son brief, de la même façon que toi, tu sens que ce travail n'est pas aligné avec tes propres valeurs et avec ce que toi, tu veux délivrer comme identité de travail pour que dehors, quand on voit ça, sans watermark, on sait que ça, c'est le travail d'Etienne, ça, c'est le travail de Boris. Non, basta, va chercher un bon gars au quartier. Parfois aussi, c'est la galère. Il faut bailler le gars. C'est ça que j'ai dit. C'est le loyer. Il faut bailler le loyer. Il faut payer le loyer. C'est ça qui est énervant maintenant. Un grand frère avait dit il ne faut pas avoir peur d'avoir faim. Non, mais quand tu es couché comme ça. Non, quand tu es seul, ça va, mais imagine qu'on vient toquer comme ça, tu es avec ta petite famille ou bien avec ta petite femme. Non, c'est vrai quand même. Voilà, il faut payer le loyer, mais vraiment la réalité, c'est que moi j'estime que si je deviens consultant un jour de façon permanente, je pense que je vais beaucoup trier les clients, quitte à bien sûr peut-être aller vivre dans un petit village ou bien dans mon village et ne pas payer le loyer et être à l'abri du besoin, manger le manioc quand ça ne va pas, mais avoir la liberté de pouvoir choisir mes clients, de pouvoir travailler sur des projets qui m'excitent, qui me stimulent mentalement et intellectuellement. Vraiment, je le ferai. Il faut chasser les clients. Là, nous sommes à 15 minutes de la fin et en 15 minutes, j'aimerais que vous me disiez en fait, chacun à son tour, qu'est-ce que vous feriez différemment dans votre parcours si vous pouviez recommencer à zéro. Ça c'est d'un. Et le 2 qui est caché derrière cette question-là, c'est vraiment qu'est-ce que vous conseillerez aux plus jeunes, ou alors à la version plus jeune de vous, qui voudrait arriver à votre niveau, ou tout au moins, ou alors vous battre, vraiment c'est pour battre les gens, que aimerait pouvoir aller beaucoup plus haut que vous en fait dans le métier. Léo, tu commences. Bon, je voulais terminer, mais bon, parce que je suis très timide. Bon, la réalité, c'est que ce que j'aurais fait différemment, honnêtement, c'est de très vite me spécialiser. Parce que le problème que j'ai eu quand j'ai commencé mon parcours en communication, c'est que j'ai commencé dans une école d'État. Et la plupart des débouchés qu'on nous montre, c'est directeur de la communication dans un ministère, responsable protocole, journaliste, éditorialiste, mais des métiers très corporate et beaucoup plus publics, dans le domaine public. Et les élites vont travailler pour les grosses boîtes. Et à ce moment donné-là, on pense beaucoup plus relations publiques et communication. On ne remarque pas, on ne connaît pas les métiers. Pour dire la vérité, c'est jusqu'en 2020 qu'il y a des métiers que Boris m'a fait voir. Il y avait un gros livre là, où il y avait les métiers de la communication, énormément de métiers qui permettent de se spécialiser. Ils doivent déjà se spécialiser. La deuxième des choses, c'est que j'aurais dû vite choisir mon chemin. Vite m'affirmer chez mes parents en disant ce que je veux faire pour pouvoir vite faire ce que j'ai à faire et pouvoir évoluer sereinement. Si j'avais commencé en com, je serais déjà à peut-être 15 ans de carrière maintenant. Si j'avais commencé ça dès le départ. Gros salaire. Ouais, le gros salaire. Ouais. Maintenant, ce que je conseillerais aux plus jeunes, la première des choses, c'est une erreur que je fais et je fais ça tout le temps, c'est le networking. J'ai un très gros carnet d'adresses, mais je ne connais pas networking. Je ne connais absolument pas comment parler aux gens, demander de l'aide aux gens, sur des marchés, sur des trucs. Je ne connais pas faire ça. Je connais faire ça en extrême priorité, ou bien pour les autres. Si quelqu'un me dit, ah, tu connais tel ou bien tu connais telle personne, je dis, ah ouais, j'ai son numéro. Mais pour moi-même, c'est difficile. Donc, c'est le networking. Ne pas minimiser le networking. C'est un monstre. Moi, je vois des gens faire des merveilles avec ça, seulement le networking. La deuxième des choses, c'est de choisir son couloir. Si, par exemple, beaucoup de jeunes aujourd'hui font le mbolé. Si ton couloir, c'est le mbolé ou bien tu veux devenir agent artistique, très vite, fais des formations. Spécialise-toi, rencontre des grands frères dans le milieu, cherche un mentor et évolue dans ce métier très vite. Parce que après, ton mentalement, à partir d'un certain âge, on ne veut plus être le Tinder de quelqu'un. Ce qu'on peut faire très vite quand on est jeune, est avoir un grand frère qu'on suit. Très vite, lorsqu'on arrive à 30 ans, 28 ans en montant, là, on a plus cette humilité-là de se rabaisser pour pouvoir prendre les informations. Moi, j'aimerais aujourd'hui retrouver cette humilité-là, me rabaisser, aller voir les grands frères qui ont les 20 ans d'expérience et dire, grand frère, pardon. Mais les grands frères là sont souvent compliqués. Donc, mais quand tu es plus jeune, c'est plus facile d'encaisser ça. C'est plus facile d'encaisser ça. Et le dernier des trucs, c'est que
les premières années de carrière, et ça c'est une erreur que j'ai faite, je ne vais pas revenir dessus, c'est les premières années de carrière, tuer l'orgueil du salaire. Ça fait mal quand on dit ça, qu'on a vécu dans une certaine aisance, mais tuer l'orgueil du salaire, tuer la velléité de partir, vivre seul très vite, restez chez vous, apprenez, faites vos expériences chez vous. Vraiment, vous êtes à l'abri de beaucoup de choses, comme par exemple le fait que vous ne voulez pas seulement travailler, vous voulez travailler, il n'y a pas un loyer qui vous tient à la gorge, et vous avez une liberté qui vous permet de vraiment faire le maximum, donc quitter de chez vos parents avec le maximum, vraiment, ceux qui ne sont pas en chambre d'étudiants, bien sûr, le maximum de ressources intellectuelles. Financières, l'argent va venir plus tard, mais intellectuelles, parce que aujourd'hui, on stagne rapidement à un niveau si on n'a pas l'ouverture d'esprit de chercher très vite. C'est difficile d'apprendre. Vraiment, moi, c'est un truc que je vis au jour le jour. Je me force à apprendre chaque jour. Alors que lorsqu'on est encore jeune, c'est très facile d'apprendre de nouvelles choses et de ne pas prendre ça comme une contrainte. Moi, c'est une contrainte aujourd'hui parce que je dois être à jour H24 vu mon métier. Mais quand on est plus jeune, c'est très facile d'emmagasiner. Et avec ces informations qu'on a emmagasinées là, trouver son couloir. Dès que tu as trouvé ton couloir, dans 20 ans, tu me remercieras si tu es un jeune qui m'entend. Dans 20 ans, si tu as ton bon couloir qui est bien tracé, dans 20 ans, tu te rendras compte que tu es un expert. Et ça, c'est un truc, qu'on est expert, c'est qu'on est pointu dans un couloir. On a une pointure et on est pointu dans un couloir précis. Et tout le monde entier, je dis bien le monde entier aujourd'hui, c'est disponible. Tout le monde entier viendra te chercher uniquement pour ton expertise dans ce couloir-là. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, moi, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Genre, me dire, avoir moins peur. Avoir moins peur et communiquer. C'est bien beau de faire des choses, mais si personne ne voit ce que tu fais, ça diminue ta marge de progression. Je sais que ça fait souvent mal, ça pique l'orgueil d'exposer son travail et de recevoir, mais il ne faut pas avoir peur. Tu es jeune, tu n'as pas encore le niveau que tu veux avoir, c'est normal. Tu es en début de carrière, il faut te dire que c'est normal. C'est ça que je n'avais pas au début, tu vois un peu. Il y avait un peu cet orgueil, m'exposer, communiquer, montrer aux gens ce que je fais pour prendre des feedbacks et tout. Non, j'avais peur qu'on vienne tirer sur moi et tout. Mais ça freine quand même la progression. Et ça diminue même aussi ton exposition et ça diminue tes opportunités. Il y a ça, il y a le networking. Penser qu'il faut juste être bon techniquement, le reste coule de source. Tu vois un peu, non, ça ne marche pas comme ça. J'ai appris ça avec le temps et avec beaucoup de douleur, que tu te focalises sur la technique, après, non, les business vont venir, tu es bon, ouais, on va te recommander. Non, ça ne marche pas comme ça. Du coup, tu as des gens qui sont mieux exposés, qui networkent mieux, qui ne sont pas forcément mieux techniquement que toi, mais qui se font beaucoup plus d'argent que toi et qui s'en sortent mieux que toi. Donc ça, c'est un point. Il y a beaucoup de relations que j'ai perdues aujourd'hui. Quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer. C'est parce qu'aujourd'hui, je dis que mince, le père si m'appelait mon fils, que j'arrivais dans son bureau, il me recevait, on causait. Mais tu te rends pas compte à l'âge là, tu vois, non, c'est tellement de naïveté. Pour toi, c'est un acquis et tout. Mais aujourd'hui, je me dis mince. Le père si aurait pu m'amener loin, parce que son carnet d'adresse et tout, il n'avait aucune difficulté à te recommander et tout. Mais j'ai beaucoup d'em quand même. Il faut que je dise la vérité. J'ai beaucoup d'em. Dans mes débuts, tout ce qui est relations, gérer les relations, gérer le network, j'ai trop d'em. J'étais toujours en mode agent. Tu me payes, je pars, je disparais, je ne t'entretiens même pas. Mais c'est pas bon. Tu vas pas trouver les gens qui sont prêts à travailler avec toi comme ça constamment. C'est trop d'énergie. Tu gagnerais mieux à préserver ceux qui t'ont fait confiance et continuer avec eux. Mais j'étais vraiment très focus argent. L'argent là, je ne vois même pas où. Aujourd'hui, je ne vois même pas l'argent là. Et les conseils que je peux donner aux jeunes, c'est vraiment ce que j'ai dit me concernant. Ouais. Faut tuer l'orgueil. Tu n'es pas le plus fort du monde. C'est normal. Il ne faut pas avoir honte. Tu n'es pas le plus fort du monde. C'est une réalité. Tu ne seras même jamais. Tu ne seras même peut-être jamais bon. Il peut devenir, mais bon, tu seras presque. Mais c'est pour un temps, non? Même si tu n'es le plus fort du monde, c'est pour un temps. Tu n'es pas le plus fort du monde, tu vois un peu. Et pour nous qui avons un parcours atypique, oui, il y a par moment le syndrome de l'imposteur où tu as l'impression de ne pas être légitime.
un de mes anciens boss m'avait dit, Étienne, si tu es quand même où tu es aujourd'hui et tu as fait certaines choses, c'est que tu as un certain mérite. Donc, même si tu as peur, même si tu as ce syndrome de l'imposteur, tu sais que de temps, le problème que l'être humain a, c'est on est trop focalisé sur ce qu'on n'a pas encore. On oublie tout ce qu'on a déjà et tout ce qu'on a déjà accompli. Que donc, de temps en temps, il faut faire une introspection, se dire, ok, j'ai déjà quand même fait ça. C'est vrai que je n'ai pas appris le design de façon conventionnelle, tu vois un peu. Je ne suis pas parti à l'école. Je dis non, je suis là depuis que tu m'as laissé, tu vois un peu. Mais c'était pas un travail où on me payait. En plus, j'étais dans mes débuts, j'avais besoin d'avoir un portfolio parce que c'est ce qui compte dans le métier. Mais si tu n'aimes pas, tu ne peux pas travailler comme ça. Tu ne peux pas rester de 20h à 7h. Tu es là, tu travailles sur un travail qu'on ne te paye même pas. Tu vois, non, si tu n'aimes pas ton métier, tu n'as pas l'amour du métier, là, tu ne peux pas faire ça. Petite anecdote, mon premier work où on m'a donné un contrat, j'ai clashé le jour de l'entretien. J'ai clashé parce que j'arrive, je présente mon folio et tout. Et il y a un gars qui était dans la créa, là, Achille, si tu m'entends, je t'avais dit qu'il n'avait pas apprécié. Je dis encore ça devant tout le monde. Achille, tu me verses. Oui, je verse. Achille me dit, ouais, je regarde vos CV, vous avez fait des études en marketing. Le conseil que je peux vous donner, c'est continuer dans le marketing parce que vous n'êtes pas bon dans le design. Mince! En plein entretien d'embauche, j'étais glacé. Dans ma tête, j'étais frustré, mais j'étais aussi heureux parce que j'étais en mode apprentissage à l'époque là. Que si le gars estime que je suis nul, ça veut dire que c'est un monstre. Donc si j'entre dans la boîte, je vais apprendre comme jamais. Donc il y avait ce mélange d'émotions, mais où il a tout gâté, c'est quand la directrice de l'agence dit non, mais Achille, tu peux pas dire ça, on voit son folio, il a quand même fait des choses intéressantes. Il dit ouais, les jeunes aujourd'hui, vous savez, les copier-coller sur internet. Je me suis levé en plein entretien. J'ai dit au gars là qu'on ne se connaît pas. J'ai sorti mon doigt. Parce que j'étais très fier de mon travail à l'époque là quand même. Parce que j'ai beaucoup taffé pour avoir ce portfolio. On ne me payait même pas. Donc j'étais extrêmement fier de mon travail. Je me suis levé un peu dans l'entretien. J'ai dit que toi et moi ne se connaît pas. Quand moi je ne dormais pas pour faire le travail, si tu n'étais pas avec moi, dis que c'est pas bon, il n'y a pas de problème. Dis que c'est pas de qualité, il n'y a pas de problème, c'est ton avis, mais ne te place pas devant les gens. Tu dis que moi j'ai fait le copier-coller d'internet. Gars, la femme là, elle m'a regardé. Après, elle m'a pris à côté, elle m'a dit c'est mon entreprise. De toute façon, c'est moi qui décide. Elle m'avait tech. Je suis allé trouver Achille à l'intérieur. Bon, je vais pas raconter la suite, mais c'était ça pour dire vraiment que t'as fait aimer votre travail, soyez fiers de votre travail, défendez votre travail et ça ira. Le pays est dur, mais on fait avec. Non, le pays est dur, mais on fait avec. Non, bon, si je peux résumer, donc en fait, en gros, c'est l'un des gros focus en fait l'un des points sur lesquels il faut mettre le focus, c'est déjà le networking. Ouais. Si on est d'accord, c'est travailler votre networking. Ce qu'on appelle networker, c'est comment exploiter vos relations, les gens qui sont autour de vous pour pouvoir avancer professionnellement. En fait, en gros, c'est ça le networking. Que ce soit vos parents, que ce soit vos oncles, que ce soit vos amis, que ce soit des grands frères que vous rencontrez dans la vie ou alors les parents de vos amis. Comment est-ce que vous exploitez ça pour pouvoir avancer dans la vie? Maintenant, l'autre chose, et je passe mon temps à répéter ça, et Etienne a aussi dit ça, c'est que pour nous les techniciens là, on met beaucoup trop d'énergie en fait dans la partie technique et on se dit souvent que quand tu seras fort, ça va te permettre tu vas devenir riche, on va venir te chercher, le travail va arriver. Non, c'est pas seulement. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, notre métier impose qu'on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas jusqu'aujourd'hui si je passe énormément de temps devant mon ordinateur à faire les trucs qui sont laids et ça m'énerve. Mais je vais faire comment? Jusqu'aujourd'hui, je continue de faire ça. Mais derrière, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir aussi maintenant mettre l'accent vraiment sur chercher à rencontrer les gens, présenter votre travail, le faire sortir et tout ça. À côté de ça aussi, ça c'est Etienne qui a dit ça, c'est que soyez fiers de votre travail. Même si ce n'est pas encore au niveau que vous voulez. Soyez fiers de votre travail, mais n'ayez pas peur de l'exposer à la critique. Peu importe que les gens arrivent dessus, qu'on tire dessus, qu'on fasse ci, qu'on fait ça.
La critique a deux choses. Surtout, je parle même pas de la critique constructive. Je parle même du gars qui vient vraiment tirer sur ton travail pour te nier. La critique a deux choses. C'est que soit ça te blesse et il te dit quand même quelque chose qui est vrai et tu changes. Soit ça te blesse et ça t'énerve et tu dis que ok, on va se revoir dans 2 mois et je vais te montrer ce que je peux faire. So, voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Chacun va dire un mot de fin. Et je vais ajouter qu'avec tout ce qu'on a dit. Tu peux saluer tes multiples gars qui sont à la maison. C'est pas trop. Comment tu me vends comme ça? Non, je n'ai vraiment rien à dire. Ce genre d'émission, c'est important. Ça éduque, ça expose les gens sur les réalités du métier. Donc, c'est très bien. Continue, c'est tout ce que je veux dire. La vérité, c'est que le pays est dur. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, c'est la fin. Rendez-vous samedi prochain. Aou, je m'appelle Skillcat.